Mes amis, croyez-moi, et là je m'adresse surtout aux plus jeunes d'entre vous, s'il y a bien une chose que j'ai apprise au cours de ces 18 années d'errance, rien n'est plus important dans la vie que la télévision. Rien. Regardez-la aussi souvent et longtemps que possible avant de mourir. Faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse du traitement médiatique du Brexit. Aujourd'hui, on est le lundi 20 juin et on reprend la semaine avec Pujadas qui ouvre lui aussi son sujet sur le Brexit avec les conséquences de l'assassinat de Joe Cox sur la campagne, comme avait fait sa collègue Drucker la veille. Au JT, les jours se suivent et se ressemblent. À l'étranger, un moment émouvant aux communes, le Parlement britannique avec l'hommage rendu tout à l'heure à la députée pro-européenne Jo Cox. Tous les parlementaires arboraient, comme David Cameron, une rose blanche à la boutonnière. Ce drame a-t-il changé l'ambiance de la campagne? En tout cas, les pro-Europe reprennent espoir et redonnent de la voix. Les sondages s'équilibrent, les bourses s'envolent après avoir chuté la semaine dernière. Sur place à Londres, Loïc Delamornay, Anto Philippi. C'est la dernière ligne droite et il le sait. Alors hier soir sur la BBC, David Cameron jette ses dernières forces dans la bataille, invoquant l'histoire. David Cameron, ce héros jetant ses dernières forces dans la bataille. Vous imaginez la même chose avec Nigel Farage? C'est la dernière ligne droite et il le sait. Alors au matin du 16 juin dernier, quelques heures avant l'assassinat de la députée Jo Cox, l'un des porte-parole des partisans du Brexit, Nigel Farage, jette ses dernières forces dans la bataille, invoquant l'histoire. Dans mon bureau, je m'assois à quelques mètres du cabinet de guerre, où Winston Churchill décida en mai 1940 de combattre Hitler. La plus grande décision de notre histoire, n'est-ce pas? Il ne voulait pas combattre seul. Il voulait le faire aux côtés des Français, des Polonais et des autres. Il n'a pas tourné le dos à l'Europe, à la démocratie et à la liberté. Et nous nous battons pour ces choses-là aujourd'hui. Alors la démocratie, la liberté, je veux bien, mais c'est évident qu'il a fait dos à l'Europe, parce que l'Europe en son temps, ça ressemblait quand même à ça, hein. Et il voulait sûrement pas se battre aux côtés de tous les Français, les Polonais et des autres, parce que dans le lot, il y avait des gens favorables au fascisme qui se battaient dans la Wehrmacht contre les Anglais et les bolcheviks. Les affiches de propagande nazie de l'époque montraient l'Angleterre isolée, hors de l'Europe, et proposaient à qui le voulait de défendre l'Europe contre les envahisseurs. Ils donnent leur sang, donnez votre travail pour sauver l'Europe du bolchevisme. Avec des camarades européens, sous le signe SS, tu vaincras. Alors vous allez me dire qu'en fait, il y a une ambiguïté entre l'Europe, le continent, et l'Europe, la construction politique. Sauf que déjà à l'époque, les nazis avaient prévu d'administrer leur Reich sous la forme d'une fédération de pays très similaire à ce qu'on vit aujourd'hui. Voici une carte postale qu'on pouvait trouver en 1942 à l'exposition de la France européenne. Elle montre des poussins pays chapeautés par notre mère l'Europe, avec la Suisse et la Norvège qui guignent dans leur coin, et l'Angleterre isolée qui va se faire bouffer par les Américains. Donc vous avez juste à changer la date et ça peut être une affiche de propagande de l'Union Européenne pour l'été 2016. Sauf pour l'antisémitisme qui est plus trop au goût du jour, mais à la limite, on pourra mettre le visage de Trump s'il gagne les élections. Plus significatif encore, cette autre carte postale, éditée à l'occasion des fêtes commémoratives du 12e centenaire de Charlemagne, toujours en 1942, qui nous explique que 12 siècles avant que s'esquisse aujourd'hui la communauté européenne, Charlemagne avait réuni sous son sceptre les principaux pays de l'Europe. Son empire n'était ni allemand ni français, il était européen. Après sa mort, ce premier essai d'Union européenne était détruit et, durant près de 1000 ans, les nationalismes s'entrechoquèrent dans un esprit de rivalité. Attention, je me dois de vous mettre en garde. Toute personne estimant qu'il y a une ressemblance avec le discours actuel suscitera un tollé. Il y a quelques semaines, l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, pro-Brexit, avait déclaré que Bruxelles voulait réunir l'Europe par la force, comme Napoléon ou Hitler avaient voulu le faire en leur temps, et que ça s'était mal terminé. La comparaison avec le régime nazi avait suscité un tollé. Alors il est clair que, militairement, on est dans une situation nettement plus douce qu'en 1942, mais politiquement et économiquement, les deux projets se ressemblent énormément. Il faut dire que le projet de la nouvelle Europe nazie avait été conçu, entre autres personnes, par le juriste Walter Einstein sur demande d'Hitler et de Mussolini,
mais que par manque de temps, ce projet restera dans les placards et Hallstein sera arrêté par les Américains en 1944 à Cherbourg. Tandis que le projet d'Union Européenne actuelle a été conçu par Walter Hallstein. Oui, le même, recyclé, dépoussiéré, remis au goût du jour par les Américains comme ils ont fait avec de nombreux autres nazis après la guerre, et on le retrouve en 1957 signant le traité de Rome. Il devient le premier président de la Commission européenne et en 1961, il recevra le prix Charlemagne qui récompense les personnalités remarquables qui se sont engagées pour l'unification européenne. On a donc un projet similaire, initié par les mêmes personnes, qui commémore les mêmes personnages pour les mêmes raisons. Alors excusez-moi si j'étais un peu long sur le sujet, mais vous comprenez que je peux pas parler des liens entre la construction européenne et le Troisième Reich sans développer un minimum, au risque de faire un vieux point Godwin. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le sujet, je vous conseille ce livre et cette conférence sur les origines nazies de la construction européenne. Donc Churchill s'est sans doute beaucoup plus battu contre le nazisme et pour l'indépendance du Royaume-Uni que pour l'Europe, et encore moins pour l'Union Européenne, ce serait complètement anachronique. En tout cas, c'est vraiment un argument de politicard de merde. Vous aussi, vous pouvez croire que vous êtes Churchill prenant la plus grande décision de notre histoire en combattant le nazisme, il vous suffit de voter pour l'Union Européenne. Je veux bien, mais enfin, les emplois, l'immigration, les services publics, le diktat de la Commission Européenne, on en parle ? Vous aimez les nazis ? Non. Alors vous êtes pour l'Union Européenne. Il me semble que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors vous aimez les nazis ? Mais non ! Eh bien vous êtes pour l'Union Européenne. Moi je veux sortir de l'Union Européenne, mais je suis pas... Eh ben vous êtes un nazi. Sinon vous seriez pour l'Union Européenne. Bon, on continue. Après l'affaire Joe Cox, le camp du Remain a regagné du terrain. Plusieurs sondages suggèrent que certains électeurs, choqués par le meurtre de la députée, pourraient avoir fait le choix de calmer le jeu en restant dans l'Europe. La livre sterling est remontée et les experts pensent que le saut dans l'inconnu pourrait freiner les indécis. Ouf, c'est plié. Il y a quelques jours encore, on savait pas trop, mais l'assassinat, les bourses, les sondages, les experts, tout indique que c'est bon, les Anglais vont rester dans l'Union Européenne, on est rassurés. On peut souffler, le saut dans l'inconnu n'aura pas lieu. Oui, mesdames et messieurs, le saut dans l'inconnu. Il faut savoir que les 167 pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne vivent dans le néant. Voici la Terre. Mais vous marrez pas. C'est pareil pour l'histoire du Royaume-Uni, hein. Avant son adhésion à la CEE en 73, inconnu, on sait pas. Des barbares, probablement. Arthur! Arthur! Eh ben quoi? Oui. Interprète? Interprète! 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 Oui. Je voulais vous demander, comment vous en êtes venu à la culture burgonde? La culture burgonde? Je savais même pas qu'il y en avait une. Non, moi je voulais faire grec moderne, mais il n'y avait plus de place. Il restait que burgonde ou anglais. Anglais. Mais c'est encore moins répandu. La plupart des gens ont fini par réaliser que ce référendum est bien plus important que n'importe quelle autre élection. Nous ne pourrons pas revenir sur les conséquences de la décision de jeudi prochain. On ne peut pas intelligemment voter pour sortir de l'Union Européenne, enfin, ceux qui font ça n'ont rien compris à l'importance du référendum. Ce sont des imbéciles inconséquents. À 3 jours du référendum, chaque camp compte ses points et ses stars têtes d'affiche. Chez les militants pro-Europe, l'actrice Emma Thompson, le patron de Virgin Richard Branson ou l'astrophysicien Stephen Hawking. Chez les partisans du Brexit, l'actrice anglaise de dynastie John Collins, l'acteur oscarisé Michael Caine ou encore l'américain Donald Trump, mais lui n'aura pas voix au chapitre. Ou encore Donald Trump. 3 exemples de soutien dans chaque camp par des personnalités publiques, mais dans le camp du Brexit, vous avez Donald Trump. Alors c'est vrai qu'il a soutenu le Brexit, mais la ficelle de la diabolisation est quand même un peu grosse. Pour équilibrer, ils auraient au moins pu citer une pourriture qui soutient le Remain. Je sais pas, genre François Hollande, Alain Juppé, Christine Lagarde et son FMI, ou encore Barack Obama qui s'est rendu au Royaume-Uni fin avril pour convaincre les Anglais de rester dans l'Union Européenne. Mais bon, ça a été un peu contre-productif. Il y a eu une centaine de parlementaires britanniques qui ont dénoncé l'ingérence des États-Unis, et puis ça cadre pas avec le sketch « il faut faire l'Europe pour faire le poids face aux États-Unis ». C'est vrai ça. Pourquoi est-ce qu'ils défendent un truc qui est censé leur faire concurrence ? À méditer.
Dans un instant, on verra ce qui se passerait dans les premiers jours si le Brexit était voté. Mais d'abord, quelles seraient concrètement les conséquences à moyen terme pour la Grande-Bretagne d'une sortie de l'Union? Économie, libre circulation, les explications de Loïc Delamornay avec Nicolas Châteauneuf. Ça y est, imaginons que nous sommes le 24 juin et le Royaume-Uni se réveille avec tous les journaux qui titrent sur la victoire du Brexit. Première conséquence pour les voyages, les Britanniques perdent leur passeport européen. Un Britannique qui descend de l'Eurostar, par exemple, ne pourra plus forcément voyager librement dans les 27 pays de l'Union. Mais pour les Européens, et notamment pour nous les Français, c'est la même chose. Ceux qui voudront venir visiter et surtout travailler au Royaume-Uni devront d'abord obtenir un visa. Pour l'histoire des visas, je vous renvoie à ma précédente vidéo, il n'y a rien de plus à en dire. Autre conséquence sur la circulation des marchandises, cette fois avec le retour des barrières douanières. Le Royaume-Uni perd son libre accès au marché commun. Ses produits seront davantage taxés pour entrer en Europe, comme ses voitures, plus 15%, sa viande de mouton ou d'agneau, plus 20%. En retour, nos produits, comme notre aéronautique ou nos fromages, par exemple, seront davantage taxés ici, donc plus chers. Les Anglais retrouveront les joies du cheddar et oublieront le camembert. Alors je ne sais pas où il est allé chercher ces chiffres, donc on ne peut pas vérifier, mais bon, c'est pas grave, parce que comme pour les visas, c'est faux de dire qu'il y aura forcément une augmentation de 15% sur ci, 20% sur là, tout simplement parce que ça dépendra entièrement de ce qui sera négocié au moment de la sortie, et pour l'instant, 3 options s'offrent au Royaume-Uni. Premièrement, il peut rester dans l'espace économique européen, comme l'Islande et la Norvège. En gros, c'est un peu comme le marché unique, mais sans la Commission européenne, et en plus light, puisqu'il n'intègre pas certains produits agricoles par exemple. En revanche, il intègre la mobilité des personnes, ce qui fait que le Royaume-Uni garderait le système des passeports européens. Et comme l'immigration a été au cœur de la campagne du Brexit, il y a quand même peu de chances qu'ils choisissent cette option. Le Royaume-Uni peut aussi choisir de signer un traité de libre-échange avec l'Union européenne et ainsi bénéficier d'exemptions de droits de douane sur le marché européen sans avoir les passeports européens, comme la Suisse l'a fait quand l'Association européenne de libre-échange s'est transformée en espace économique européen et s'est arrimée à la construction européenne, alors que la Suisse souhaitait conserver un peu plus d'indépendance. Le Royaume-Uni peut aussi ne rien faire du tout. Et dans ce cas, c'est le régime de l'OMC qui s'applique, et ceux qui ont regardé mes vidéos sur l'OMC savent que les tarifs douaniers ont quasiment disparu, notamment entre les pays riches, et qu'il y a une clause de consolidation dans les traités qui interdit d'augmenter les tarifs douaniers qui ont été négociés dans le cadre des accords de l'OMC. Ceci est complété par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui précise que toute restriction au mouvement de capitaux entre les États membres et les États tiers de l'Union européenne sont interdites. Les pays membres de l'Union européenne ne pourront donc pas établir de nouvelles taxes aux frontières suite au Brexit, puisque c'est contraire à la fois au traité européen et au traité de l'OMC. Dans ces conditions, il y a quand même peu de chances pour qu'un retour des barrières douanières soit spectaculaire et bouleverse l'économie au point de faire abandonner aux Anglais le camembert pour bouffer du cheddar. So shocking pour les Anglais, la fière livre sterling pourrait baisser au même niveau que l'euro. Hier, il fallait 1,30 € pour avoir une livre. Aujourd'hui, un seul euro suffit, bien pour les exportations du pays qui seront plus compétitives, pas bon pour les importations, les produits importés deviendront plus chers. Ouais, bah c'est raté. La livre est descendue de 1,30 à 1,15, puis elle est remontée un petit peu à 1,20, et elle évolue depuis dans une fourchette 1,20, 1,17, ce qui nous donne du moins 10% environ suite au Brexit. Mais la plus grande perte viendrait sans doute de la City. À cheval sur le monde anglo-saxon et l'Europe, le temple de la finance perdrait son ancrage européen. N'ayant plus d'avantage à rester à Londres, la City pourrait déménager à Francfort ou à Front Suprême, à Paris. Le Royaume-Uni perd son ancrage européen, dérive dans l'Atlantique et bouffe du cheddar. Ça en est trop pour nous autres de la City. Quittons ces mécréants. La victoire du Brexit a aussi des conséquences sur le territoire du Royaume-Uni. Les Écossais ont toujours été pro-européens et ils ont prévenu, s'il y a Brexit, ils organisent un nouveau référendum. Et là, il est quasiment certain que les indépendantistes le gagnent. La Grande-Bretagne devient petite, elle perd un tiers de son territoire, le précieux pétrole en mer du Nord, ainsi que les bases stratégiques des sous-marins nucléaires. Au final, une seule chose est sûre, car c'est écrit dans les textes. Comment ça, une seule chose est sûre?
Le mec nous balance plein d'affirmations alarmistes sur les visas, les droits de douane, le cheddar, la city qui déménage, la monnaie qui s'effondre, et puis à la fin il nous dit « faut quand même pas prendre tout ça au sérieux quoi, une seule chose est sûre ». Quand les journalistes sont fatigués de chercher des preuves et des témoignages bancals pour étayer leur point de vue, ils font un reportage de politique fiction. Alors, si c'est argumenté, pourquoi pas? Mais ici, à part pour l'Écosse, il s'agit juste d'un flot d'affirmations sans fondement. Mais bon, on peut le croire sur parole, il s'agit d'un journaliste en costume aux 20h de France 2, il va pas quand même raconter n'importe quoi. Tu crois regarder les informations, et en fait non, c'est un scénario hollywoodien. Et un mauvais scénario en plus. Aucun élément qu'il a donné ne s'est réalisé. Le problème, c'est qu'il y en a combien des téléspectateurs qui ont pris toutes ces conneries pour argent comptant? Une fois de plus, on est dans la divulgation de fausses nouvelles. Voilà pour le moyen terme. Bonsoir Alban Mikosi. On va maintenant essayer de se projeter. Si jeudi les électeurs votent le Brexit, cela veut-il dire concrètement, comme on l'entendait, que dès vendredi, il faudrait par exemple un visa pour se rendre à Londres? Quel serait le calendrier en quelque sorte? Ça ne sera pas aussi rapide. Un vendredi, il ne se passera tout simplement rien. Ce sera juste le début de la procédure, jamais utilisée jusqu'alors. Alors concrètement, le Premier ministre anglais va devoir écrire une notification par écrit à la communauté européenne pour lui dire on va quitter l'Union. Une fois cette lettre reçue, et grâce à l'article 50, on va arriver à un contrat de séparation exactement comme un divorce à l'amiable. Le Royaume-Uni et l'Europe vont tenter de se mettre d'accord sur les conditions de la rupture. Ça concerne par exemple les allées et venues. Alors faudra-t-il un visa pour aller à Londres? Pourra-t-on y étudier facilement, y travailler? Ça, on ne sait pas encore. Autre point très important, les accords commerciaux. Quel régime de taxes entre la France, par exemple, et le Royaume-Uni? 4e client de la France. Est-ce que ça sera un régime favorable comme la Suisse ou la Norvège? Ça non plus, il va falloir négocier. Et c'est seulement au bout de 2 ans, comme l'a dit Loïc, qu'un accord devra obligatoirement être trouvé. Comme l'a dit Loïc, c'est bien le seul point commun qu'il y a entre leurs deux discours. Hein. Admirez la cohérence du JT. Vous commencez le sujet avec le reportage fiction catastrophiste de Loïc, et puis ensuite vous avez un intervenant en plateau qui vous dit en fait non, il se passera rien immédiatement, et pour les visas, le commerce et tout ça, ça dépendra des négociations. Ce qui est vrai. Et ça montre bien au passage qu'il y avait des gens dans les locaux de France 2 qui savaient concrètement quelles seraient les conséquences du Brexit. Donc, s'ils font des reportages alarmistes, c'est pas parce qu'ils font mal leur boulot. C'est bien parce qu'ils veulent influencer l'opinion publique. Et d'ailleurs, comme vous allez le voir dans quelques minutes, le lendemain, la présentation de cet intervenant sera oubliée et on en remettra une couche sur les visas, les droits de douane et compagnie. Et qu'en sera-t-il, par exemple, pour les 73 députés britanniques qui siègent au Parlement européen? C'est à ce moment-là qu'ils devront partir? Eh bien oui. Au bout de 2 ans, ils devront forcément quitter le Parlement européen. Plus rien ne sera appliqué comme avant. Le plus spectaculaire, c'est l'arrêt de la participation financière britannique au budget européen. 335 millions d'euros par semaine qui sont versés au budget. En échange, l'Europe verse 195 millions d'euros aux Anglais, notamment sous forme de subventions agricoles. Eh bien ça aussi, ça va disparaître. Merci Alban. Pour être plus précis, ils ont 2 ans maximum pour trouver un accord. Et s'ils n'en trouvent pas au bout de ces 2 ans, le Royaume-Uni sort de plein droit de l'Union Européenne sans accord, et pour les visas, le commerce, etc., le régime appliqué sera celui de l'OMC, et d'accords bilatéraux et multilatéraux sans lien avec la construction européenne. Pour les députés, par contre, connaissant les loustiques, ça ne m'étonnerait pas qu'ils trouvent un moyen de garder leurs avantages et de se faire payer au moins jusqu'à la fin de leur mandat, genre pour garder leur calme pendant les négociations par exemple. Mais bon, on n'a peut-être pas les mêmes députés en France qu'au Royaume-Uni. Le suspense toujours en Grande-Bretagne, avec cet avertissement de David Cameron qui dramatise la campagne à l'avant-veille au référendum. Si le Brexit gagne, il n'y aura pas de retour en arrière possible, a-t-il lancé dans une déclaration solennelle devant ses bureaux. Pensez bien à vos enfants avant de voter. Fin de citation. Vous aimez vos enfants? Bah oui. Alors vous allez voter Remain? Ah non. Bah vous aimez pas vos enfants alors? Mais si. Donc vous allez voter Remain? Mais non. Eh ben vous aimez pas vos enfants alors, sinon vous voteriez Remain. On nous avait dit quoi l'avant-veille? Qu'une fois qu'on a sauté de l'avion, on ne peut plus remonter à bord. Et la veille? Le saut dans l'inconnu pourrait freiner les indécis.
Et qu'est-ce qu'on nous dira le lendemain? Et tout à l'heure, François Hollande, à son tour, a dramatisé l'enjeu. Le choix éventuel de sortir de l'Union européenne serait irréversible, a-t-il estimé. On ne soulignera jamais assez l'importance de la répétition en propagande, en publicité. C'est essentiel pour que le consommateur retienne le message. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Après le saut dans l'inconnu, on ne remonte pas dans l'avion. Pensez à vos enfants. Avec des arguments pareils en faveur de la construction européenne, faut pas s'étonner si les gens ont voté pour sortir. Et d'ailleurs, 3 jours après, quand le Brexit sera voté, on verra des politiques, des journalistes en train de pleurer « On n'a pas assez expliqué l'Europe, il faut faire de la pédagogie ». Ah bah oui, mais ça fallait y penser avant, plutôt que d'occuper le temps d'antenne avec ce genre de conneries. Nous, médias comme vous, élus, on n'arrive pas à faire passer visiblement cette idée que l'Europe apporte quelque chose. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut changer? Il y a un vrai mea culpa à avoir. Eh bien, il faut recommencer à expliquer l'Europe. Moi, je veux bien, monsieur l'ambassadeur, que vous disiez on va maîtriser. On maîtrise rien. Depuis des années, on ne maîtrise rien. Ah, ce Cohn-Bendit. Un grand moment de télévision, son interview ce jour-là, hein. Mais on y reviendra le moment venu. Continuons d'abord avec un autre reportage alarmiste. Hier, on a vu ce que changerait un Brexit pour la Grande-Bretagne, mais quelles conséquences pour la France? Nous sommes l'un des premiers partenaires de Londres. Explication Margot Manière, Alexis Jacquet avec notre bureau à Bordeaux. Si le Royaume-Uni quittait l'Union européenne, la France pourrait perdre entre 0,2 et 0,4 points de croissance selon les économistes. Car le Royaume-Uni achète à la France énormément de produits, c'est notre 5e client, avec des secteurs plus pénalisés comme l'agroalimentaire ou la chimie. Pour ce chef d'entreprise qui exporte des produits de nettoyage, le Brexit serait très négatif. Il y a donc toutes ces commandes qu'on a de manière très régulière en Angleterre. Donc en cas de Brexit, effectivement, ça nous poserait problème parce que ça représente aujourd'hui à peu près 10% de notre chiffre d'affaires. Très négatif. Et puis finalement, on apprend qu'il n'y a que 10% de son chiffre d'affaires qui serait impacté. Et là, évidemment, c'est le moment d'en remettre une couche. Il va être impacté par la monnaie britannique qui risque de s'effondrer ou encore la mise en place de taxes douanières. Concrètement, ce sera plus dur de maintenir nos parts de marché et de continuer la croissance de notre chiffre d'affaires en Angleterre. On aura soit une perte de marge si on décide de maintenir nos prix, soit il faudra imaginer par exemple une production locale. Donc, 10% de son chiffre d'affaires impacté par des droits de douane, qui sont très peu probables, comme on l'a vu, et impacté par la monnaie, qui n'a finalement pas tant baissé que ça, quoi. Une dizaine de pourcents pour l'instant. Mettons que ça se répercute entièrement sur ses ventes, ça fait une baisse de son chiffre d'affaires de 1%. C'est très négatif, en effet, il y a vraiment matière à délocaliser. Là encore, on voit le biais idéologique des journalistes qui veulent absolument montrer que le Brexit, c'est la catastrophe. Bien sûr, en fouillant un peu, ils auraient pu trouver une entreprise affreusement touchée par le Brexit. Mais ils auraient aussi pu trouver un type qui commande plein de choses en Angleterre et qui serait intéressé par la chute de la livre. Mais non, vous ne verrez jamais ce genre de sujet aux 20h de France 2. Des entreprises françaises impactées et des Britanniques installés en France qui pourraient dépenser moins d'argent dans notre pays. En Dordogne, Paul d'ailleurs n'envisage pas de quitter la région, mais son pouvoir d'achat pourrait baisser, car sa retraite est payée en livres britanniques. Les retraités anglais vont perdre, ils auront un manque à gagner par mois qui est très conséquent. Vous avez calculé pour vous? Pour moi-même, ce sera autour de 150 € par mois. Je sais pas ce qu'il a calculé. Si ce type est capable de deviner le cours de la livre sterling après des événements comme le Brexit, faut l'embaucher comme trader, hein. Il va faire fortune. Bon, le reportage a l'air de tomber comme ça de la dernière pluie, mais tous les travailleurs frontaliers hors zone euro savent très bien qu'avec les taux de change, ils gagnent ou ils perdent un petit peu de salaire d'un mois à un autre. Alors après, c'est pas un mauvais argument, le type a effectivement perdu à peu près 10% de son pouvoir d'achat suite au Brexit, mais faut pas oublier que les mouvements d'ampleur à la hausse ou à la baisse sur les monnaies n'ont rien d'exceptionnel et ne sont pas définitifs. Ces dernières années, la livre sterling n'a cessé de grimper par rapport à l'euro, ce type a gagné du pouvoir d'achat, aujourd'hui il en perd un peu, ça fait partie du jeu. Mais le Brexit ne serait pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Cette banque a annoncé qu'elle rapatrierait 1000 salariés à Paris, une opportunité pour cet agent immobilier de luxe. 3,80 m de hauteur sous plafond. Cet appartement vendu 1 800 000 € a été visité par des Français de Londres. Sur un parc. Ils sont venus visiter il y a 15 jours, ils sont revenus ce week-end et nous sommes en contact. Et jeudi soir ou vendredi matin, vraisemblablement, nous parlerons sur cet appartement. Il a déjà 25 clients français prêts à quitter Londres pour Paris au lendemain d'un potentiel Brexit.
1000 postes supprimés, soit 20% des effectifs chez HSBC Londres, 4000 chez JP Morgan. Le ministre des Finances britannique a même dit qu'au final, ce serait 100 000 postes supprimés à la City en cas de Brexit. Attention, pensez à vos enfants. Sauf que le jour même du Brexit, HSBC avait déjà changé de ton. Le président de la banque britannique HSBC a évoqué ce vendredi une nouvelle ère pour le Royaume-Uni et les entreprises britanniques après la victoire du Brexit. Nous allons travailler sans relâche dans les semaines et les mois à venir pour aider nos clients à se préparer à ce nouvel environnement, a souligné Douglas Flynn dans un communiqué. Le président de la première banque européenne a ajouté « Notre engagement pour les entreprises britanniques, les clients et les employés du Royaume-Uni demeure inchangé. » Ah bon, ils vont pas déménager? Oh bah merde alors. Parce que dans leur reportage, on avait vraiment l'impression que c'était les employés d'HSBC qui étaient en train de chercher des apparts à Paris en prévision du grand exode de la City. Ah mais c'est vrai qu'ils ont parlé de 25 Français prêts à déménager en cas de Brexit, ils ont pas dit qu'ils étaient employés d'HSBC. Je chipote un peu, mais en fait pour crédibiliser cette rumeur, ils ont fait un enchaînement pas très honnête entre deux propos bien distincts, et ça perd le téléspectateur. Cette banque a annoncé qu'elle rapatrierait 1000 salariés à Paris, une opportunité pour cet agent immobilier de luxe. 3,80 m de hauteur sous plafond. Cet appartement vendu 1 800 000 € a été visité par des Français de Londres. Remarquez ici qu'ils nous parlent de cet agent immobilier qui va être avantagé par le Brexit, mais ils arrivent quand même à tourner ça négativement. Le Brexit ne peut être que négatif, comprenez-le, chers téléspectateurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle les consignes de sécurité en cas d'exposition prolongée à un JT. Saisissez votre télécommande et appuyez sur le petit bouton rouge là, en haut. À la suite de quoi, vous allez gagner 30 à 40 minutes de temps de vie en plus par jour que vous allez pouvoir utiliser beaucoup plus utilement qu'à regarder ce débit de niaiserie accablant. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager, mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour voir la suite. Nous on se retrouve rapidement pour analyser les reportages du 22 et 23 juin, la dernière ligne droite avant le grand exode de la City. À la prochaine!